plusieurs dossiers en cours issus de recherches récentes que nous avons menées donc en Aquitaine ces dernières années. Alors pour ma part, je parlerai essentiellement de la protohistoire, c'est-à-dire de l'âge du bronze et de l'âge du fer. J'aborderai un petit peu l'Antiquité, mais surtout je laisserai ensuite la parole à François qui reviendra plus en détail sur plusieurs exemples, disons, de voies plutôt d'époque romaine. Alors pour la protohistoire, donc je disais, âge du bronze, âge du fer, on connaît très peu de tronçons de chemin réellement attestés par l'archéologie en Aquitaine, et d'ailleurs en France, je pense en général aussi. J'ai le petit clin d'œil de la vignette, ça reste un mystère, tiré de la BD Le Casque d'Agri, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un mystère, oui et non. On peut néanmoins quand même aborder cette question à partir en raisonnant, disons, à partir de la répartition des sites, à partir des comparaisons avec les réseaux de circulation connus dans l'Antiquité, et aussi, on en a beaucoup parlé ce matin, à partir des méthodes de l'archéogéographie, pour donc aborder cette question des voies. Alors dans une thèse, la première partie de la présentation va emprunter pas mal de choses à une thèse qui a été soutenue la semaine dernière par Antoine Dumas sur les dynamiques chronoculturelles et territoriales au cours du premier âge du fer dans la vallée de la Garonne et sur ses marges, et où il s'est intéressé à cette question des cheminements à partir du premier âge du fer, et donc il m'a fait passer une partie de sa communication que je vais vous présenter maintenant. Peut-être. Non, ça ne suit pas là. Ça suit à l'écran, mais pas sur le correcteur. Donc il apparaît qu'au premier âge du fer, le réseau hydrographique principal, que vous voyez représenté sur la carte, joue un rôle évidemment important. Pour s'en apercevoir, on peut observer que la répartition des sites sur toute la période en rapport avec ces cours d'eau. Par exemple, 66% des sites du premier âge du fer donc, se trouvent à moins de 5 km de ces cours d'eau, et plus de 80% se situent à moins de 10 km. Donc la répartition également des vestiges mobiliers d'origine méditerranéenne est également tout à fait parlante, puisque la quasi-totalité de ces mobiliers se situe dans les mêmes intervalles de distance par rapport aux cours d'eau principaux. Il semble donc plausible de penser que le réseau hydrographique principal et les larges vallées qui lui sont associées servaient d'axe de circulation pour les populations et pour les biens échangés. En revanche, la question des voies terrestres est beaucoup plus difficile à appréhender. Diverses approches ont été tentées pour y parvenir à partir de la documentation du premier âge du fer, et donc essentiellement à partir de la répartition spatiale des habitats. La méthode régressive consiste à comparer la répartition des sites du premier âge du fer avec les réseaux de circulation postérieurs, donc majoritairement d'époque romaine, et à repérer d'éventuelles corrélations permettant de supposer aux voies romaines une origine plus ancienne. Dans la région, cette méthode donne d'assez bons résultats, vous le voyez ici, dans quelques cas, tels que l'axe Bordeaux-Bassin d'Aquitaine, bassin de l'Arcachon, puisqu'on voit ici qu'à chaque extrémité de cet axe, on retrouve des nécropoles tumulaires du premier âge du fer. Donc vous avez la nécropole... On a un petit pointeur. Oui, pardon. La nécropole ici des Pujots à Pessac, à une extrémité de la voie, et puis ici un ensemble des tumulus de Viganov. Et on observe que cet axe, en fait, recoupe plus ou moins, ou en tout cas suit la route actuelle, la départementale 1250.
Donc on observe quand même un léger décalage ici, bon, mais ce sont des reconstitutions théoriques comme tous les exemples, enfin beaucoup d'exemples qui ont été montrés depuis ce matin. Donc il y a plutôt un alignement ici qui est bien nettement perceptible avec les tumulus et qui est évidemment un peu décalé par rapport à cet axe-là. On a également dans la région du COS de Gramma, également, le même type de raisonnement, de méthodologie qui peut être mis en pratique, à partir également du réseau actuel, cette fois-ci, du réseau des routes actuelles. Ça donne aussi des bonnes corrélations. On observe en particulier qu'il y a une bonne répartition entre un certain nombre de sites funéraires ou domestiques qui sont actuellement dans le département du Lot et un ensemble d'axes routiers composant un itinéraire nord-sud à travers le COS de Gramma, ici. L'hypothèse de l'existence de cet axe de communication peut donc être étayée par d'autres éléments de réflexion, puisque un peu plus au nord, on trouve deux ensembles, deux pôles funéraires importants, celui de Rocamadour et celui de Carénac. Et il se trouve que ce type de nécropole est reconnu aussi dans tout le sud du Massif central pour son rôle de jalon le long des grands axes terrestres. Alors Antoine s'est livré aussi à des calculs, un peu sur, comme ce qui vient d'être présenté tout à l'heure, sur les itinéraires et les chemins de moindre coût à partir du modèle numérique de terrain. Et ça a permis de mettre en évidence le fait que ces deux grands ensembles tumulaires mentionnés encadrent justement un des itinéraires locaux dans le prolongement des précédents, ici en bleu. Dernier exemple, la Ténarèse, qui est une voie mentionnée au Moyen-Âge, qui relie notamment Sauce à la vallée de la Garonne et ensuite au-delà probablement à Villeneuve-sur-Lot. Dans la partie médiane, donc du Lot et Garonne, ici entre Sauce et Guyon, on a effectivement un certain nombre de grands pôles de peuplement du premier âge du fer qui sont bien datés, bien représentés, qui sont des pôles importants donc, de peuplement, avec donc Sauce qui s'organise autour d'un oppidum. Ici, sur la vallée de la Garonne, on a l'ensemble des Guyons et du Pêche de Berre qui se situe à la confluence de la Garonne et du Lot. Et entre les deux, sur le tracé restitué de cette fameuse voie de la Ténarèse, on rencontre également un peuplement important ici, qui est représenté par un ensemble de structures funéraires, la nécropole de Barbaste, également du premier âge du fer. Donc on a voilà, un certain nombre d'éléments qui sont relativement importants, aussi bien du côté des habitats que du côté des structures funéraires, et qui peuvent nous permettre de constater un certain nombre de cheminements importants. Alors, nous, là, je quitte la partie thèse d'Antoine Dumas. On a également mené des recherches dans le Médoc, qui est une région également très riche en sites proto-historiques, et notamment en tumulus, que vous voyez ici en jaune sur la carte. On en a repéré plus d'une centaine qui ont été cartographiés grâce à des prospections assidues, soutenues par l'équipe géomatique d'Ozonius, qui nous a permis de les localiser, de les géoréférencer très précisément. Et on a le long de cet axe, alors bon je parle d'axe mais là c'est vraiment une facilité de langage, on a des regroupements de plusieurs tumulus, alors parfois des tertres qui sont isolés, parfois des regroupements de plusieurs dizaines de tertres, qui malheureusement ne sont pas datés. Très peu d'entre eux effectivement ont été fouillés, et ils ne livrent pas non plus de mobilier en surface, malgré pourtant les travaux d'agriculture et les travaux laboratoires qui sont pratiqués. Simplement, on sait que dans la région, cette pratique de l'ensevelissement sous tumulus se répand surtout à partir du bronze ancien, peut-être des néolithiques finales, mais c'est encore assez mal documenté, mais donc surtout au bronze ancien, au bronze moyen, bronze final et au premier âge du fer, donc jusqu'à peu près au milieu du IVe siècle avant notre ère. Donc il n'y a pas de chronologie précise, mais ne serait-ce qu'au niveau de la répartition spatiale, on voit quand même des éléments intéressants apparaître. Alors ici une vue simplement de ces fameux tertres funéraires pour vous donner un peu l'idée de la façon dont ça se matérialise sur le terrain, selon les couverts forestiers ou selon les différentes couvertures végétales actuelles, évidemment on lit plus ou moins
les structures, ici en forêt, ici dans des zones de landes où on voit vraiment l'éminence ici. Et puis malheureusement aussi dans des zones qui sont actuellement labourées, dans les labours forestiers, où on voit que les engins n'hésitent pas à franchir allègrement ces tertres, ce qui évidemment contribue à leur arasement total. Mais le côté positif de ce genre de travaux, qui est très destructif, c'est qu'en photo aérienne, et ça c'est François-Olivier Desjean qui a pu faire cette mission, on voit très très bien apparaître évidemment les différents tertres ici, ce qui facilite bien sûr les opérations de cartographie. Alors on a aussi parlé depuis ce matin beaucoup, évidemment l'autre technique que nous utilisons c'est le LIDAR. Et pour cela, donc c'est ce qu'on disait aussi en discussion ce matin, on a récupéré, enfin c'est Clément Coutelier là, dans la salle qui a récupéré les données du modèle numérique de terrain mis à disposition par l'IGN pour justement commencer à regarder d'un peu plus près ces zones de concentration de tumulus. Et on les voit très très bien apparaître. Alors évidemment, les plus marqués, on les voit à l'œil nu très facilement sur le terrain. Mais on a pu en repérer beaucoup d'autres, des nouveaux, dont on ne soupçonnait pas du tout l'existence, comme ici par exemple. Et le modèle numérique de terrain, le LIDAR, nous permet même aussi de pouvoir mesurer ces structures. Donc on voit qu'ici on a un tertre de 20 mètres de diamètre et de 60 cm d'élévation. Si on élargit la focale, voilà, donc le groupe qu'on vient de voir c'est celui-ci. On a là encore appliqué un traitement photo particulier sur ces images LIDAR de façon à faire apparaître en rouge les zones topographiquement les plus élevées, en vert les zones dépressionnaires, les zones les plus basses. Et donc on voit très nettement apparaître notre groupe de tumulus ici, plus d'autres qui étaient déjà connus et qui sont entourés par le tireté marron noir. Et dans les tiretés bleues, d'autres tumulus sont apparus. Alors ils sont très difficilement lisibles ici, ce sont les petits points rouges que vous voyez, plus ou moins rouges selon qu'effectivement ils sont plus ou moins bien conservés en élévation. Et ça nous permet de voir qu'on a une sorte d'organisation linéaire, là encore, qui se dessine, et que ces tertres sont implantés de façon privilégiée sur cette espèce de courbe d'élévation du terrain, que là encore on ne distingue pas à l'œil nu quand on est sur place, mais qui manifestement est vraiment un axe fort dans l'organisation du paysage, et on imagine sans peine qu'on avait là aussi sans doute un axe de cheminement, de circulation privilégiée, qui du reste se retrouve dans la route actuelle qu'on voit encore là dans l'image LIDAR. Si on dézoome encore ce secteur, les tumulus sont ici en rouge, on se rend compte qu'en plus, on a également dans le même secteur la présence de deux enceintes. Ici, le château du Mur à Gaillan en Médoc, qui est une petite enceinte d'une douzaine d'hectares de superficie. Ici, une nouvelle enceinte qui s'appelle Maillan et que nous avons découverte précisément en observant les clichés LIDAR, mais qui était totalement inédite jusqu'à il y a 2 ans. Et tout cela, eh bien, manifestement, s'organise, enfin, pourrait dessiner vraisemblablement un axe de circulation privilégié, implanté en plus dans un milieu qui est tout à fait propice, puisqu'on est là dans des terres basses, des marais, on voit bien aussi sur la carte ici, des marais de l'estuaire, et à la jonction avec les premiers plateaux, les premières terrasses ici de la Garonne, et en plus avec des enceintes qui sont implantées comme par hasard à un carrefour entre la bordure du marais et des petits alvègues, des ruisseaux qui remontent vers, à l'intérieur des plateaux, vers l'intérieur des terres. Donc là encore, si on ne peut pas évidemment être affirmatif et on ne peut pas dire très précisément qu'on a affaire à des voies de type proto-historique, mais encore une fois, ne serait-ce que la répartition de ces différents vestiges nous permet déjà d'avoir des présomptions sur certains axes de circulation privilégiés. En dehors de ça, il faut aussi quand même signaler qu'on commence à avoir, malgré tout, des structures archéologiquement attestées, et notamment sur le littoral du Médoc, donc tout à fait ici en haut, à la pointe du Médoc, sur la plage de Soulac, entre Soulac et la Mélie, pour les gens qui connaissent. On a affaire là à un secteur qui est extrêmement riche en vestiges archéologiques,
qui sont régulièrement érodés par l'érosion littorale. Et donc on voit un certain nombre de vestiges apparaître sur des zones qui, dans l'Antiquité, enfin à la protohistoire et dans l'Antiquité, n'étaient pas du tout des zones littorales, mais en fait, vous avez les petits schémas ici qui récapitulent un peu les évolutions de la paléogéographie depuis 4000 BC jusqu'à 500 après, à peu près. Et vous voyez, dans le carré, on est ici dans le rectangle noir, que ces secteurs littoraux aujourd'hui étaient en fait des zones de bordure d'anciens marais estuariens. Donc vous avez ici en noir le trait de côte actuel. Et ici on voit bien qu'on est donc à l'extrémité de ce marais, de ces premiers marais là, du débouché de l'estuaire, qui se sont progressivement colmatés. Et c'est à la faveur de ces colmatages, en fait, que la stratigraphie s'est accumulée et qu'on a des niveaux d'argile qui conservent particulièrement bien, notamment tout ce qui est macro-restes organiques, restes végétaux. Et en particulier, on voit apparaître des choses étonnamment bien conservées. Là, on a, par exemple, sur la plage de la Mélie, un aménagement fait de 3 fils de poteaux, dont on a le plan ici, qui se suit sur plus de 20 mètres de longueur, qui fait à peu près 3 mètres de largeur, avec des poteaux qui sont renforcés, des groupements de poteaux plus importants apparemment dans le centre de la structure. Il faut préciser qu'on est sur la plage, hein, donc évidemment toute cette partie-là est dans l'eau, donc on ne sait pas du tout si ça se poursuivait encore et sur quelle longueur. Et voilà, donc ces poteaux, vous les voyez par endroits, ils sont groupés les uns aux autres. Ils sont particulièrement bien taillés en pointe. Et des dates C14 nous donnent une fourchette comprise entre le 8e et le milieu du 6e siècle avant notre ère. Et ce qui ressemble tout à fait comme structure aux ponts du premier âge du fer qui sont connus en Suisse, notamment sur la Thielle, et qui sont grosso modo à peu près contemporains. Donc, pourquoi pas un pont, peut-être un ponton, mais en tout cas une structure de franchissement. Et du reste, les études géoarchéologiques montrent aussi dans ce secteur que l'on a un bras, un ancien bras probablement du marais, qui a été comblé au bronze final, et qui là au premier âge du fer était soit déjà totalement colmaté, soit toujours constitué une zone humide, ce qui évidemment justifie qu'on ait mis en place cette structure de franchissement, qui allait évidemment à l'heure actuelle dans l'eau, hein. Donc ça veut dire qu'on a perdu évidemment énormément de terre et énormément de vestiges archéologiques depuis cette période du premier âge du fer. Pour la partie antique, dans le même secteur, donc à début de notre ère, 1er, 2e siècle, on a également retrouvé, alors là cette fois-ci, des traces de circulation, de chemin, qui marquent en fait les derniers niveaux de colmatage du marais, pardon, donc les derniers niveaux de tourbe, qui sont datés effectivement de l'Antiquité, voire même parfois à certains endroits de la fin de l'Antiquité, tout début du Haut Moyen-Âge. Et cette année, l'hiver dernier en tout cas, grâce aux prospections assidues des bénévoles du secteur, on a vu apparaître cette voie, là, ce chemin, qui est particulièrement net ici. On voit de très très belles ornières. Donc je précise, ce n'est pas les chars à voile qui font ce genre de traces, c'est vraiment une voie antique. Et en association avec ce niveau, on a d'ailleurs pas mal de tessons d'amphores, de céramique commune, des scories, des rejets métalliques, qui permettent vraiment de dater ces structures sans aucun doute possible. Donc on a plusieurs axes, alors on en a un comme ça, puis après à côté, dans ce secteur, on en a d'autres un peu divergents. Donc voilà, c'est vraiment une zone en bordure de marais sur laquelle on roulait, on communiquait, enfin on roulait assidûment, on va dire. Toujours pareil, vers des lieux dont on ne connaît pas du tout la nature, puisque quelque part par là on a le phare de Cordouan qui signale l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Et bon, voilà, vraisemblablement il y avait encore des occupations et des établissements antiques dans ce secteur-là qui évidemment ont bien disparu depuis bien longtemps. Donc voilà, donc je termine là-dessus pour dire simplement que le problème des routes qui sont englouties, c'est pas nouveau, puisque plus près de nous,
lors de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les Allemands ont construit cette magnifique route goudronnée pour donner accès aux blockhaus qui sont là. Et puis vous voyez que tout ça se casse la figure gentiment. Et j'espère qu'il n'en sera pas de même de futures recherches sur les voies, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à... En tout cas, on poursuit sur ce dossier et je laisse la parole à François pour la suite.